y a commencé à avoir un petit peu ce culte de l'image. Donc pour les besoins de leur métier, les acteurs et actrices ont commencé à faire des liftings. Et c'est là également qu'on va commencer à parler un petit peu de eurocentrisme dans les idéaux de beauté, puisque ces magazines et ces films vont commencer à se faire connaître à travers le monde, et tous ces standards de beauté américains vont s'expatrier dans le monde entier. Après la Première Guerre mondiale de 14-18, il y a eu une énorme vague d'immigration aux États-Unis. Beaucoup sont passés sur la table d'opération pour se fondre dans la masse. On a par exemple guerre de Corée, beaucoup d'hommes et de femmes coréennes à cette époque sont passés par la chirurgie de la double paupière pour agrandir leurs yeux, parce que d'après les Américains, les yeux asiatiques ne reflètent pas assez les émotions et on a du mal à comprendre ce qui se passe dans votre visage en fait. Il y a également eu beaucoup de rhinoplasties. Les rhinoplasties qui étaient très prisées par les Européens de l'Est qui ont des nez un peu plus aquilins. Donc on peut constater que les débuts de la chirurgie esthétique, ils avaient pour but d'effacer l'âge sur le visage des actrices, mais également d'effacer l'ethnie des personnes racisées qui à l'époque avaient immigré aux États-Unis. On a un témoignage rare de l'actrice Fanny Brice qui en 1923 a fait un interview dans le New York Times, et dans cette interview elle évoque sa rhinoplastie et elle évoque le fait que le chirurgien qui a refait son nez a rigolé en disant "Trim her nose down to normalcy". La beauté est subjective. Sauf que pas vraiment. Être beau est-il un avantage dans la vie? Et si oui, à quel point? Est-ce que ça permet seulement d'être plus attirant, ou alors ça peut carrément définir la suite de notre existence? I want to be handsome. En Corée, la chirurgie n'est pas vue comme quelque chose de mauvais. C'est d'ailleurs un cadeau qu'on offre aux jeunes après qu'ils aient obtenu leur diplôme. Cela facilitera leur vie dans la société coréenne, que ce soit au travail ou dans leur vie sociale. Et même si dans le monde du travail, c'est puni par la loi de discriminer une personne en fonction de son physique, on le sait tous, les employeurs choisissent très souvent les plus beaux. Et si je vous dis qu'en fait, peu importe le métier, même les plus anodins, les personnes considérées comme belles sont avantagées? On n'est pas naïf et on sait qu'il existe des standards, des critères bien ancrés dans nos sociétés qui influencent notre regard sur le physique de quelqu'un. Ici, les critères de beauté sont directement calqués sur les traits caucasiens, car le physique occidental est encore associé à la richesse et à l'élégance. Fut un temps où être blanc de peau était un signe de noblesse. Les personnes qui étaient mates de peau étaient ceux qui travaillaient à l'extérieur sous le soleil, comme par exemple dans les champs, ce qui explique pourquoi ils disaient que être blanc était une réussite. Pour légitimer leur domination, les colonisateurs ont systématiquement dévalorisé l'apparence physique des populations colonisées. En réalité, les personnes qui contrôlent le discours dominant nous dictent ce que nous devons désirer avant de nous vendre des produits pour que nous correspondions à cette image. Les résultats sont sans appel. Une chercheuse du Sri Lanka a comparé les différentes lauréates des plus grands concours de beauté sur une période de 50 ans. Sa conclusion est assez évidente, mais mérite malgré tout d'être rappelée. Les femmes désignées comme les plus belles du monde présentent des caractéristiques centrales de standards de beauté féminines occidentaux stéréotypés. Je détestais mes cheveux, je détestais ma peau, je voulais être blanche, comme tout le monde autour de moi, et ressembler à ces belles femmes que je voyais dans les magazines et à la télévision. Et il n'y a pas que le maquillage qui va blanchir la peau, il y a aussi les crèmes coréennes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans certains produits coréens, il y a des actifs pour éclaircir la peau. Le maquillage aide beaucoup, mais il y a aussi des filtres. Lorsque vous regardez des dramas coréens ou la télé en Corée, eh bien leur peau est tout simplement éclaircie. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Autre incongruité, autre manifestation de nos complexes véhiculés par les médias et l'éducation. Ces perruques qui prolifèrent dans nos maisons. 26 milliards de dollars qui partent de l'Afrique chaque année en raison de ce complexe aigu. En réalité, l'immense majorité d'entre nous sommes encore victimes de ce complexe construit au fil des siècles à travers différents médias, différentes doctrines et différents modèles d'éducation à l'école. Ce pays de l'ex-bloc soviétique compte 6 millions d'habitants et pourtant près de 4000 interventions de chirurgie esthétique y sont réalisées tous les ans. En France, on réaligne un nez tordu ou on le réduit de taille. Au Japon, on rajoute une pointe sur le nez un peu court, ou on affine un nez rond, aplati ou épaté, ou encore on rajoute la fameuse bosse des occidentaux qui commence entre les deux yeux. Pendant des années, Alina s'est mis du scotch sur les yeux, histoire de leur donner un air un peu plus européen, un peu moins kirghize. Ça, cette standardisation, même à l'observation, j'ai envie de dire presque à l'œil nu, elle se remarque assez facilement. Mais elle n'est pas anodine et elle va même produire des effets très concrets, notamment sur les participantes. Dans une étude menée sur 131 participantes à des concours de beauté en 2003, 48,5% ont déclaré vouloir être plus minces, 57% ont admis suivre un régime pour perdre du poids au moment de l'étude et 26% ont été diagnostiqués ou pensaient souffrir de troubles du comportement alimentaire. Les chercheurs ont constaté que les femmes adultes qui ont participé plusieurs fois à des concours de beauté lorsqu'elles étaient enfants présentaient un plus fort niveau d'insatisfaction corporelle et avaient plus de chances de développer des troubles du comportement alimentaire. Alors évidemment, le principal problème réside dans la normalisation de ces concours qui sont fondés sur le jugement de femmes selon leur morphologie, leur trait de visage. De New York à Séoul, les mêmes visages s'affichent, lèvres repulpées, peau de verre, traits sculptés par le contouring, une perfection numérique qui efface peu à peu la diversité des cultures et des traditions locales. Les grandes marques, autrefois soucieuses d'adapter leur campagne aux régions,
vise désormais un idéal universel calibré pour plaire partout. Les algorithmes amplifient cette vision unique, récompensant les visages conformes à ce modèle globalisé. Ainsi, la beauté moderne devient moins une question de récompense la conformité. Des études montrent que les publications présentant des visages considérés comme conventionnellement attrayants obtiennent plus d'engagement, de j'aime, de partage et même de contrats de marque. Toujours selon l'étude de 2003, 90% des jeunes spectatrices se comparent aux candidates en regardant un concours de beauté, ce qui renforce évidemment des standards inaccessibles. Et donc, la plupart du temps, ces concours de beauté réduisent les femmes à leur apparence physique et entretiennent surtout l'idée que la valeur principale d'une femme, c'est d'être attirante. Ainsi, la beauté moderne devient moins une question d'identité qu'une course à la ressemblance, un reflet parfait, mais souvent sans âme, fade en fait. Et c'est pourquoi nous voyons des influenceurs et des célébrités du monde entier adopter les mêmes caractéristiques et les mêmes améliorations de beauté. Ce qui est triste, c'est que la mondialisation ne fait pas que standardiser la beauté, elle efface toute tradition culturelle. Je ne compte même plus le nombre de stars et de personnalités publiques à avoir changé leurs traits physiques qui les rendaient uniquement belles pour maintenant plonger dans le panier avec tout le monde. Que ce soit les jumelles Saïm et Ayes, ces influenceuses qui étaient très souvent admirées pour leur ressemblance frappante avec les peintures de la Renaissance, elles étaient l'incarnation de ce symbole de beauté, unique et particulier, de leur visage à leurs yeux en passant par la couleur de leurs boucles roses. Mais elles ont tout changé, les lèvres, le nez et même les cheveux, elles les ont lissés. En fait, c'est terrible. Pareil pour la petite sœur de la famille Hadid, Bella. N'ayant probablement pas supporté de ne pas avoir les traits fins et hollywoodiens comme sa sœur Gigi, nous l'avons également vue se transformer et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Même la fille de Lionel Richie y est passée, passant de son innocente beauté à ce visage instagrammable qu'on est fatigué de voir encore et encore. Mais regardez, au-delà de la gémellité physique, en fait, elles veulent un mode de vie. De la même façon qu'on dit, vous savez, il y a cet adage également sur Insta qui dit voilà, Gucci ne vend pas des sacs, ils vendent un style de vie, Apple ne vend pas des téléphones, ils vendent une solution, etc. Là, la chirurgie ne vend pas une technique, elle vend l'appartenance à une espèce de caste de poufs qui vont vivre devant des piscines à Dubaï. Toutes les photos sont les mêmes, toutes les couleurs de peau sont les mêmes, toutes les coiffures sont les mêmes, tous les accents sont les mêmes, toutes les orthographes sont les mêmes, tous les sacs à main sont les mêmes. C'est l'accès à ce qu'elle croit être l'hyperclasse, mais une hyperclasse métissée selon des codes de métissage ultra précis. Il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. La chirurgie esthétique peut devenir une vraie addiction. Ça ne commence pas toujours par un énorme complexe. Parfois ça démarre très banalement. Un petit défaut qu'on veut corriger, rien de grave, mais le mécanisme psychologique derrière lui est exactement le même que celui d'une dépendance. Ça donne un cycle ultra simple. Dopamine, satisfaction, retour du doute, obsession, nouvelle opération. Au début tu changes un détail pour te sentir mieux, puis tu remarques un autre truc, puis un autre et un autre. Et à un moment ton corps n'est plus un corps, c'est un chantier en travaux à durée indéterminée. En fait, tout un système est orchestré pour donner envie aux jeunes de faire de la chirurgie esthétique et pour leur permettre d'en faire. Les influenceurs, certains influenceurs, notamment issus de la télé-réalité, qui font sans arrêt la promotion de la chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux depuis environ 5 ans, mais aussi certains chirurgiens qui font des partenariats avec ces influenceuses. Shaima a même fait une to-do list des interventions esthétiques qui lui restent à faire, chez un médecin cette fois-ci. On n'est plus dans l'esthétique, on est dans l'évasion identitaire. Changer de physique devient une façon d'essayer d'effacer qui tu es, ou d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Première des choses, j'ai fait mes seins. C'était ma première intervention. Et tellement j'étais satisfaite de l'opération, c'est là où j'ai décidé de faire abdominoplastie. La troisième intervention, c'était les positions. Bien sûr, sans dire le botox, filler, machin. Je fais le botox au niveau du front et les lèvres. Voilà. Vous savez combien ça vous a coûté en tout? Non, c'est beaucoup. La clé du succès du couple, proposer sans cesse des nouveautés pour fidéliser la clientèle. Noah, 31 ans, a déjà fait appel au chirurgien pour augmenter sa poitrine. Cette fois, elle craque pour la dernière tendance en vogue, les yeux de chat. J'aimerais beaucoup faire les lèvres aussi. En haut? Vous voyez, là, quand je me vois de face, bon, je n'ai pas de problème. Selon que je me tourne sur ce profil, ou sur celui-là, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, ça doit être ton nez. Tu as une grosse pointe, il faudrait la réduire. Donc encore une fois, il n'est pas choquant, mais le nez est un peu en avant par rapport au menton. Votre menton est parfaitement aligné par rapport à votre bouche, mais le nez, il est un petit peu long et qui devient pointu sur l'extrémité. Et donc en fait, vous avez essentiellement un problème de bosse et un petit peu de longueur, et puis vous avez un nez qui est globalement un peu épais ici, au niveau des os, d'accord? Le chirurgien ne se pose aucune question sur le complexe de la jeune femme. Ah bon? Je me disais que c'est plutôt ici, sur le côté, au niveau des pommettes. Sur les photos, je n'aime pas mon profil. En fait, je veux bien le nez aussi.
Même tout refaire. Mais que ça ne se voit pas. Oui, que ça soit naturel. Ce nez qui l'obsède, cette Lilloise de 23 ans a décidé d'en changer. La jeune infirmière peut compter sur le soutien de ses amis. Ah voilà, c'était celle-là. Genre vraiment là, tu vois, il est bonne taille, fin. Ouais, il est fin. Parfait. Là, après, Le nez parfait, elle l'a trouvé sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Celui d'Isabelle Matters, mannequin australien, suivi par plus d'1 million de personnes. Regarde le genre de profil, c'est tout droit. Et ça fait 3 ans que vraiment, je fais un complexe, un blocage dessus. Je trouve maintenant avec les réseaux sociaux et aussi toutes les filles qui font de la chirurgie, on est tout en train de se comparer. Elles sont toutes hyper belles et du coup t'as envie de te dire pourquoi je le ferais pas aussi, parce qu'après, moi aussi je serais belle comme elle et tout. Mais vous, à 23 ans, faire de la chirurgie esthétique, ça vous perturbe pas? Pourquoi attendre aussi de nos jours? C'est vrai que ça devient, je vais pas dire banal, mais c'est accessible. Pourquoi attendre alors que là on a l'occasion de le faire maintenant, et si ça peut permettre d'avancer, moi ça me choque pas. Le jeune chirurgien la pousse ouvertement à la consommation pour le visage, mais aussi pour les seins, avec ses prothèses en silicone exposées devant elle. Tiens, d'ailleurs, en voyant ça, je me dis... Choisis-en un. En fait, je ne veux pas que ce soit trop gros. Prix de l'opération pour Justine, un peu moins de 3 000 €. Le premier prêt bancaire de sa vie pour s'offrir le nez de ses rêves. L'injection de Botox que va subir cette cliente, c'est le best-seller au Liban. Il y en a pour 2 minutes. Les effets durent pendant 6 mois, mais ça coûte pourtant 250 à 300 €. Ici, ça représente 1 mois de salaire au SMIC. Un marché très lucratif que le docteur Nassar exploite à fond. Une chose, elle partit pour la deuxième, troisième, quatrième sans penser. Donc vous avez des clientes comme elle, c'est des habitués, c'est des... Oui, c'est toujours comme ça. Et pour cela, je fais Welcome to the Club. Non, il est très beau, c'est un très beau nez. Et ça se voit qu'il est refait parce qu'il est un petit peu en trompette, mais il est très mignon. Elle a une pointe qui est un petit peu plus ronde que vous. Vous avez une pointe qui est un petit peu pointue, elle va être moins pointue. Vous n'êtes pas dans le fantasme pour ce genre. Mais même si elle n'est pas obligatoire, cette chirurgie apporte beaucoup aux gens et elle permet de guérir parfois des complexes très profonds ou parfois d'améliorer juste le quotidien. On va corriger tout pour que le nez soit juste le plus normal possible. Il est super, peut-être. La première vue, il a l'air vraiment comme je voulais, super droit. Là, j'ai plus la petite bosse que j'avais avant. Après, c'est vrai que, voyant comme ça, je me reconnais pas. Ça fait bizarre. Je me reconnais pas tout de suite, ouais. Au bout de quelques semaines, Justine s'affiche enfin sur les réseaux sociaux avec son nouveau nez. Elle a même publié un texte pour annoncer son opération à ses abonnés. Elle termine par une promesse, s'arrêter là. La plus grande cliente du docteur Nassar. À 37 ans, elle a fait la totale. Liposuction cuisse et ventre, rembourrage des fesses et des seins, pommettes rehaussées, nez affiné, des injections dans tout le visage, ajoutez à cela des lentilles bleues, le détail qui tue. J'aime être satisfaite quand je me regarde dans le miroir. Je ne vois pas la perfection, c'est impossible d'être vraiment parfaite. Mais j'essaye, je fais de mon mieux. Ce jour-là, elle prend rendez-vous pour une énième opération du nez, car une de ses narines s'affaisse un peu depuis quelques semaines. Et ces femmes, folles de chirurgie esthétique, convertissent souvent toute leur famille. C'est le Liban qui a inventé même le crédit à la chirurgie esthétique. Voilà, c'est fou. C'est-à-dire que là-bas, tu vas chez ton banquier, il te regarde, il te fait genre ouais, je pense que des seins, ce serait un bon investissement pour toi. 10 000 balles. Je pense au nombre de célébrités qui ont opté pour les facettes dentaires. Je ne pense pas que beaucoup de personnes le réalisent. À quel point un bon nombre de célébrités ont choisi d'avoir ces grandes et blanches couronnes. Peut-être que c'est parce que j'ai passé un bon nombre de ma vie dans l'orthodontie. Mais j'ai l'impression que les dents ont du caractère. Et que ça va avec le visage de quelqu'un. Et quand tout le monde a les mêmes, je vous jure, c'est dur de les reconnaître. Facette, c'est en gros, ils vous liment les dents. Quoi? Si j'enlève mes facettes, j'ai des dents dégueulasses, toutes petites, toutes c'est beau, je suis contente. Mais en plus, il faut les changer tous les 10 ans. Donc le dentiste, il m'avait dit, en fait, il faut que tu sois riche tous les 10 ans, quoi. Non, mais en France, c'est 30 000 €. C'est fini, alors que j'aurais juste pu faire un petit blanchiment et j'avais des belles dents, quoi. Bien sûr, oui. Et je suis super dégoûtée. Mais en plus, le BBL, c'est l'opération de chirurgie esthétique la plus risquée. Et pour comprendre pourquoi c'est si dangereux, faut comprendre la méthode utilisée. Il y a plusieurs méthodes, mais la plus demandée, c'est celle où on prend la graisse, généralement de l'abdomen ou des cuisses, pour te l'injecter au niveau des fesses. Et le souci avec ça, c'est que vu qu'il y a plein de vaisseaux sanguins dans la zone des fesses, il y a un risque que la graisse pénètre dans tes vaisseaux sanguins. Par exemple, en France, il faut compter entre 6 000 et 12 000 €. Je veux qu'on remarque plus mes traits sur les photos. Je pense que ça va changer ma vie. Je vais mieux m'aimer, je vais m'admirer un peu plus. En fait, quand t'es naturel, t'es pauvre. T'es naturel, Ah ouais? Parce que c'est vraiment... Au Liban, quand t'as tes 18 ans, ton papa, il va t'offrir un nez
une paire de seins. Voilà, c'est comme ça, ma chérie. Selon moi, ce désir d'atteindre la beauté parfaite est une tendance qu'on observe partout dans le monde. Bien évidemment, c'est ce qui pousse beaucoup de femmes à vouloir modifier leur apparence, mais je crois que si on creuse un peu, au fond, ces femmes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Une femme en Corée du Sud, obsédée par l'idée de paraître plus jeune, enchaînait des injections de fillers non-stop, à tel point que les chirurgiens ont fini par lui dire « Bon, on peut plus vous injecter, votre peau ne peut plus supporter ça ». Et là, son cerveau a littéralement basculé en mode survie addictive. Elle est rentrée chez elle, a pris de l'huile de cuisson et se l'injectait elle-même dans le visage. Pourquoi? Parce que dans sa tête, injection est égale rajeunissement. Donc si les médecins refusaient, elle allait trouver elle-même une alternative. Les résultats, infection majeure, inflammation monstrueuse, visage déformé, cicatrices impossibles à retirer et plusieurs opérations de reconstruction qui n'ont jamais pu la ramener à son visage d'avant. Les médecins expliquent que son cas est l'exemple parfait de l'automutilation esthétique. Une personne qui ne sait même plus d'être belle, mais d'apaiser un vide psychologique que même 200 opérations ne pourraient jamais remplir. Il ne faut pas confondre l'amour de soi avec le narcissisme, parce que aimer son prochain comme soi-même, ça suppose qu'on s'aime soi-même. Sinon, ça n'a pas de sens. Et il est tout à fait légitime de s'aimer, sauf que le narcissisme, c'est autre chose. Le narcissisme, c'est pas l'amour de soi, c'est l'amour de l'image de soi. Et spécialement de l'image de soi sous le regard des autres, ce qu'on appelle l'amour-propre. Nous sommes en mai 2020 et cet Australien vient d'avoir un enfant avec sa petite amie, Gracie Piscopo, une mannequin et influenceuse aux millions d'abonnés sur Instagram. Forcément, avec une telle popularité, son train de vie doit être glamour et donc onéreux. Elle gagne 8 000 $ pour chaque photo postée sur ses réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'André Rebello, lui, est fauché. C'est un ancien chauffeur-livreur qui s'improvise trader en crypto-monnaie, mais ça ne suffit pas. Il accumule les dettes et les emprunts pour pouvoir suivre le train de vie de sa petite amie, de palace en palace, toujours dans de belles voitures. Ses dettes s'accumulent, mais il continue de promettre à Gracie qu'il va gagner 500 000 $. C'est là qu'il a une idée particulièrement sordide. Il va contracter 3 assurances-vie au nom de sa mère pour un montant total qui va jusqu'au million de dollars. Et comme par hasard, quelques jours plus tard, sa mère, 58 ans, est retrouvée morte sous sa douche, probablement par asphyxie. C'est un suicide, selon lui, une version qui n'a pas convaincu les juges qui viennent de le condamner à la prison à perpétuité. Gracie Piscopo, elle, n'était pas poursuivie par la justice. Elle a refait sa vie avec un autre homme, tout aussi instagrammable. Une de mes amies psychiatres me disait un jour assez justement, les gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils sont beaucoup trop narcissiques pour ça. Au lieu de célébrer ce qui nous rend uniques, nous courons après une esthétique à taille unique. Et bien que cela puisse avoir du sens pour le marketing, cela nous laisse avec un monde où l'individualité semble disparaître. La beauté individuelle semble authentique parce qu'elle raconte une histoire. C'est un reflet de notre identité, de notre culture et de nos expériences de vie. Les tendances de beauté moderne d'autre part semblent souvent plates. Elles se concentrent tellement sur la symétrie, la douceur et la perfection qu'elles éliminent les manies et les imperfections qui nous rendent humains. C'est comme, je sais pas, regarder une personne en mode cyborg, IA, parfaite, mais sans histoire, sans background. Pensez à ces icônes du passé, le regard intense de Lauren Bacall, le nez fort de Barbara Streisand, la prestance d'Ersa Kitt et le charisme inoubliable de Grace Jones. Ces femmes ne se sont pas contentées de s'intégrer à leurs époques, elles se sont démarquées. Elles étaient célébrées pour leurs unicités, pour avoir des traits qui ne pouvaient être reproduits ou produits en masse. Elles étaient plus que de simples visages, elles étaient des personnalités qui laissaient une impression durable. Il ne s'agissait pas seulement de célébrités, les gens ordinaires du XXe siècle embrassaient également leur individualité. La beauté était influencée par les cultures locales, les styles personnels et un sens de soi qui ne pouvait être reproduit avec un filtre ou une procédure esthétique. Ces visages aujourd'hui vintage nous rappellent que la beauté ne consiste pas à entrer dans une case, il s'agit de s'en démarquer. Ils nous rappellent une époque où l'individualité comptait plus que la perfection. Donc il faut se libérer du narcissisme, c'est-à-dire te libérer de l'ego. Ce qu'on appelle l'ego, c'est pas le je, le sujet, c'est l'objet qui se contemple lui-même. Je me connais, l'ego, c'est pas le je, c'est le me. Et donc il faut, le plus qu'on peut, entreprendre de se libérer de l'ego pour être capable d'aimer, parce que l'ego ne sait aimer que lui-même, ou plutôt l'ego ne sait aimer que l'image de lui-même. L'ego est narcissique. Voilà. Et donc, au fond, la grande aventure de la vie, c'est quand même de se libérer du narcissisme. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me réapproprier mon histoire, mon corps, ma conception de la beauté et de ce que j'aime et apprécie en moi. Mais en vrai, c'est quoi être beau? C'est être plaisant à regarder par rapport à toutes les caractéristiques qu'on a citées avant, notre visage, notre posture, notre corps, ou il y a quelque chose qui va plus loin.
قاعد مع جماعة حوالي يعني كثير بيجرحوني من ايش هذا والايش هذاك المرض. كنت اقول لهم عملني من الله كويس هذا من الله اجاني. يعني بتأثر الواحد يعني كنت اتنكد والله. حتى الصغير ما كانوا يمرقوا علي يشوفوا يخافوا مني ويمسك الحب تاعي يقول لي ايش من ايش هذا يا حاج. اقول هذا من الله. أنا مصور إلي 43 سنة متزوج والله ما عمره قصرت معايا في أي حاجة. بنت حلال بنت ناس طيبين والله ذهب معايا. يعني نحبه بالصبر. اوه بنحبه قد الدنيا كلها. اللي يعزني ويخلي كرامتي فوق الكل انا احطه على راسي. وامروه بيقطعوا رجله قلت لا يما. قال لي قلت له اوعى لو على رقابنا مش هنخلي ابوك يما يقطع عليك. والله ما كنت انام في الليل وانا كنت اعيط بس ما كنتش اقدر ابين له. أمنيتي والله إن المرض هذا يروح عني بس يعني صعب إنه يروح لأنه مرض قديم معايا خالص مش راح. بس أمنيتي إن الله يشفيني ويروح. D'après moi, on est un peu comme des livres. On a tous une couverture différente qui est sans aucun doute importante. C'est même elle souvent qui attire en premier. Mais ce qui est le plus précieux et intéressant, c'est le contenu écrit sur chacune des pages. Ces lignes et ces mots qui peuvent transmettre tout le spectre des émotions et raconter des histoires plus incroyables les unes que les autres. En tout cas, comme vous le savez, ne jugez pas un livre à sa couverture. Il y a tellement de choses magnifiques en nous qui nous font briller. L'humour, la passion, l'intelligence, la créativité. Cette beauté est à cultiver et à partager. Des choses qui vous rendent uniques et qui vous définissent. Toutes ces pages différentes. Acceptez et montrez-les. Je pense que c'est ça qui est le plus beau. C'est chacune des lettres qui composent notre livre et être riche de curiosité pour lire ceux des autres. Alors dans l'islam, on parle de principe d'unicité, très souvent, le tawhid. Donc il veut dire que seul Dieu est. Ok, que seul Dieu est, dans le sens où si seul Dieu est, le RS n'est rien. Ok, dans ce sens le plus absolu, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que seul Dieu est. D'accord. Et lorsqu'on a bien assimilé ce principe d'unicité, c'est là qu'on comprend encore mieux l'utilité, ou du moins la fonction d'une tradition. La tradition, je le rappelle, a pour but à ce que l'individu s'affranchisse de son ego, de son individualité. D'accord? Car son individualité prise indépendamment du principe n'est rien du tout. Et c'est ça la grande illusion. La tradition permet de se reconnecter justement avec le sacré et pour qu'aussi à terme, notre individualité ne soit qu'au service justement du un, du seul, de l'unique, de Dieu, en d'autres termes. Donc c'est pour cela qu'il est très important de bien comprendre cette conception d'unicité. Lorsqu'on l'a bien compris, lorsqu'on a bien médité là-dessus, on comprend par la suite que en fait les attributs, nos propres attributs, ne nous appartiennent pas. Ok? Ce sont des attributs divins que Dieu nous a prêtés. D'accord? Donc la beauté, d'ailleurs qui est un attribut divin, El Jamil, ne nous appartient pas. La vérité ne nous appartient pas. El Haq. Tout ça, ce sont des attributs divins. Donc le tout est Dieu. Et seul Dieu est. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, revenons sur la notion de beauté. Hein, El Jamil. On dit que Dieu est beau. Et le seul beau, même on peut dire. Ok? El Jamil, qui est un attribut divin. Je vais prendre aussi un autre attribut divin, El Haq, qui est la vérité. Pourquoi je prends ces deux attributs divins? Ça va être très, très simple à comprendre. Il faut faire comprendre que si Dieu est le beau, le seul beau, et il est la vérité, avec un grand V, ok, on comprend bien que la beauté est vérité. D'accord? Et que la vérité est beauté. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut d'emblée, de fait, balayer d'un revers de la main les vieux adages qu'on entend aujourd'hui très souvent. Oui, mais chacun ses goûts. Vous voyez? Il n'y a pas de chacun ses goûts. Cet adage, le chacun ses goûts, ok, ne pouvait qu'apparaître dans notre ère moderne. Dans le sens, je m'explique, c'est-à-dire que là, nous vivons plus sous un principe d'unicité, comme j'ai pu le développer, mais là, on est plutôt dans une époque humaniste. Humaniste, individualiste. Qu'est-ce que l'humanisme? C'est de mettre l'homme au centre de toute chose. C'est-à-dire que maintenant, l'humanité ne se soumet plus à la vérité avec un grand V, à Dieu, mais se soumet à sa propre vérité. Il a fait de sa propre personne une divinité. Et chaque personne est divinité maintenant. Donc maintenant,
certaines personnes vous disent, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, je respecte ton choix, ta façon de voir les choses, respecte ma façon de voir les choses également. Voilà où nous en sommes arrivés. Okay, mais ça, c'est une manière de réfléchir, de voir les choses, et cette prétention même, j'ai envie de dire, ne pouvait arriver qu'à notre époque. On s'est détaché de l'essentiel, okay, de Dieu en l'occurrence. Donc, je vais vous donner un exemple tout simple, comme ça vous allez très facilement comprendre. Je vais vous donner un exemple vraiment bébête. Si demain je vous fabrique, je sais pas moi, une petite mode de terre, hein, avec 3 petits bâtons, et je vous compare ça aux pyramides, je vous dis qu'est-ce qui est le plus beau, vous n'allez pas me sortir chacun ses goûts. Hein, il y a quand même une vérité. Vous voyez bien que bon, hein, donc qui prouve que votre adage tombe à l'eau directement. Donc dans toute chose, il y a une vérité. Et que notre propre vérité est nulle face à la vérité. Bon, maintenant que cela a été dit, je vais parler assez rapidement des civilisations traditionnelles. Alors, les hommes, avec un grand H, l'humanité dans les civilisations traditionnelles, savaient pertinemment leur réalité. Ils savaient concrètement que leur individualité, pris indépendamment du principe, c'est-à-dire de Dieu, hein, n'avait aucune existence. D'accord ? Donc, toutes leurs œuvres, que ce soit dans les arts et dans les métiers, n'étaient là uniquement pour magnifier ou pour glorifier Dieu. D'accord ? Et c'est pour ça qu'ils ne trouvaient pas l'utilité de signer leurs œuvres. Hein. Ils étaient dans l'anonymat. Okay ? Toujours dans ce principe d'unicité, car seul Dieu est. Donc eux n'existent pas, d'une certaine manière. D'accord ? Donc ils œuvrent uniquement pour Dieu. Et c'est là qu'on pouvait parler vraiment, on pouvait employer ce terme de chef-d'œuvre. Hein, ils faisaient des chefs-d'œuvre. Donc voilà, donc la modernité avec toutes ces idoles, donc l'individualisme, l'humanisme, le positivisme, bon bref, toutes les idoles qu'on a bien connues, où l'homme est roi, où l'homme est divinité maintenant. Et ben maintenant, cette humanité, les œuvres qu'elle va pondre, étant donné que Dieu est beau, El Jamil, vous avez compris. Hein, je ne vais même pas finir ma phrase. Donc là, maintenant, nous baignons dans la laideur. Nous sommes cernés par la laideur, par la médiocrité, par la vulgarité, et dans tous les domaines. Donc, je pense vraiment qu'il y a cette volonté à ce qu'on soit éduqué justement à ce qui est mauvais. Mais bon, je veux dire, il n'y a même pas vraiment besoin de nous éduquer. Étant donné que nous sommes en fin des temps, il faut bien comprendre que le chaos qui est extérieur, que l'on voit, n'est que le reflet de ce que nous sommes intérieurement. Il ne faut pas se leurrer, il faut bien comprendre ça.